L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, ok, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Oui, nous sommes dans le chapitre 2 du livre sur la news. Donc, le livre d'Orbu Congo. Et nous sommes en train de parler de la news Congo, comme deuxième chapitre. Nous avons commencé par le point 1, que nous avons l'introduction et présentation. Point 2, les dieux et les hommes. Aujourd'hui, nous sommes au point 3, les Pléiades au Congo central. Un titre très intéressant qui peut sembler au préalable une provocation, mais ce n'est pas une provocation, mais c'est plutôt une prospective, une direction dans laquelle il n'a jamais été regardé. Pourquoi? Parce que nous avons été donné une histoire fausse de l'existence, de la création, ainsi de suite. Pendant très longtemps, l'humanité a vécu dans l'obscurité qu'ils ont appris à définir connaissance. Et de cette obscurité garantiste sont nées les religions révélées. Les religions révélées sont nées d'une intention précise de maintenir l'ignorance. Et durant les années à travers lesquelles les religions révélées montent en puissance, cela n'est pas fait seulement par évangélisation, mais spécialement par éradication, destruction de toute thèse opposant les thèses qui devaient devenir les piliers de ce qu'on appelle aujourd'hui les religions dites universelles. Un de ces piliers était l'église gnostique. L'église gnostique est ce que nous pouvons définir aujourd'hui l'église culturelle, dont les fondements se basent sur les différentes traditions, les notions et les connaissances propres aux différentes nations. Quand nous rentrons dans le gnostisme, dans la news ou dans le gnosticisme, nous découvrons que chaque peuple dans le monde a eu des contacts divins. On a eu des contacts divins. Ok? Chaque peuple dans le monde. Et sur base de ces contacts qui sont logés au niveau de la mémoire collective populaire, ont été construits des religions. En fait, les religions, comme le mot le dit, religion signifie relier. Les religions sont faites pour relier ce qui était avant à ce qui était le présent. Religion ne signifie pas l'imposition d'une doctrine. Quand on pose la question, lesquelles religions appartiennent-ils? Ce que l'on demande, on demande ton affiliation. Non pas en termes de croyances, mais plutôt en termes de réalité historique, culturelle et génétique. Non, là vous dites ce que devrait être une religion. Parce que ça, ce n'est pas ce que est la religion aujourd'hui. Je parle du mot religion. Je ne parle pas du concept de religion. Okay. C'est deux choses différentes. Le mot religion signifie relier. Mais relier quoi? Je disais, commencer par dire, les religions sont nées pour transmettre des connaissances que chaque peuple du monde a reçu de ce que nous pouvons catégoriser comme des contacts. Ok? Contact, ça signifie une rencontre avec des autres avec lesquels on n'appartient pas dans le même monde. Ok? Et ces êtres ont été définis de l'ancien temps de divinité. Ok? De ces rencontres sont nées toute une série de connaissances permettant d'améliorer la vie, permettant de rendre la vie des hommes plus adéquate, plus confortable. Et sur ce, sont nées des traditions. Et ces connaissances qui sont devenues importantes, la base de construction, de l'établissement des civilisations, des sociétés entières,
ont été préservés dans un modèle qu'on appelle la religion, ce qui nous relie, et devait être transmis de génération en génération. Chaque peuple a une approche différente. J'ai parlé de la montée des religions révélées, qui avaient une opposition, et c'était les religions gnostiques, ce qui apportait les révélations du monde ancien. Eh bien, les succès des religions révélées ont été réalisés par les meurtres, pas la débâcle, mais par la destruction de toutes les religions qui professaient, qui apportaient des connaissances qui ne rentabilisaient pas les profits, l'économie, la puissance, la réputation des religions révélées. Pendant très longtemps, le monde a vécu sous ces dogmes-là. Jusqu'à ce que nous avons commencé à faire des découvertes anthropologiques, archéologiques. Des révélations les plus grandes est les tests Enuma Elish. Après Enuma Elish, nous allons découvrir, les Enuma Elish ont été découverts, sont des textes très importants de la Sumérie, propres de l'époque oubaine, avec les villes Éroudi et Uruk de la Mésopotamie, et par après les Ag Hammadi de l'Égypte antique. Voyez un peu, et c'est une histoire des faits historiques importants. Nous ne sommes pas en train de parler ici d'une certaine manipulation. Ce sont des faits historiques reportés dans des textes bien définis. Tout en précisant que l'entièreté du corpus biblique, l'entièreté du corps de l'Ancien Testament, ont été retrouvés écrits une fois qu'on a été en mesure de déchiffrer les hiéroglyphes, les Médou-Nétcher, dans les tombeaux ou dans les pyramides. À Memphis. Qu'est-ce que Enuma Elish nous dit? Enuma Elish nous parle d'une certaine succession d'événements qui ne n'allons pas ici relater en détail. Il nous parle des dieux qui ont débarqué sur Terre il y a 300 000 ans. De ces dieux à débarqué sur Terre, nous connaissons, il y a des familles qui sont en opposition, en vive lutte. Ces dieux débarquent de la Terre en provenance des Pléiades. Et ils débarquent où? Ils débarquent en Cimmérie. Ces dieux sont composés de deux groupes. Le premier groupe est le groupe militaire, sous la conduite du Père divin et créateur Anu, dont le fils est Enlil, qui va devenir Seth dans la tradition Médou-Nétcher. Et Anu lui-même devient Amon-Ra, ou Itemura. De l'autre côté, Itemura, donc le père, et son fils Enlil, ont avec une armée des Anunnaki, les princes. On dit Anunnaki, le vrai mot c'est Anuna. Anunnaki, c'est le qui signifie la Terre. La planète Terre, c'est le qui. Ou la troisième dimension, c'est le qui. Il est appelé le qui. Donc Anunnaki, c'est pour dire les Anuna de la troisième dimension de la planète Terre. Leur nom, c'est les Anuna, les princes. Ok. De l'autre côté, nous avons Ausar, ou Saham, de son vrai nom, dans la langue de Dieu, qui devient Enki de la tradition mésopotamienne, post-mésopotamienne, jusqu'à arriver en Égypte, où il devient Ausar, ou Osiris. Ils ont avec lui une compagnie, généralement des grands prêtresses, qui sont tous des femmes, prêtresses, qui appartiennent à une race bien particulière de la famille des dieux, la race des Amasatoum. Les Amasatoum stationnés sur Terre sont les Amargi.
Du mot Amargi et Amasatum va naître le mot Uma, Umana. Umana, qui vient le mot humain. Quand on dit les êtres humains, on dit les fils des femmes, les fils de la divine mère. Et c'est du mot Uma qui est né le mot Mama, ou Mam. Ils sont aussi accompagnés d'un groupe de notre race, toujours appartenant à cette catégorie qu'on appelle les Nongal, les veilleurs, qui vont être traduits plus tard comme les anges veilleurs. Les dieux débarquent des Pléiades et tombent en Mésopotamie, ok, dans la Cimmérie. De la Cimmérie, il va être établi ce qu'on appelle les Doukou, c'est-à-dire le paradis, qui est le mont, c'est-à-dire on dit la plateau, il y a l'Éden et l'Édine, entre les fleuves Tigre et l'Euphrate. C'est toute une histoire qui va créer, qui part de la proto-période cimérienne, qui va s'étendre jusqu'à arriver à l'Akkad, hein, la période Oubène, qui va, disons, de la proto-Mésopotamie ou de la proto-Cimérie, nous allons descendre historiquement jusqu'à arriver à la période Oubène, avec la naissance les Ihoudou et Ourou, les deux villes, l'une ville et des Haoussar, l'autre ville est Enlil, ok, qui vont descendre jusqu'à arriver à la période de Akkad, ok, et jusqu'à ce qu'il y a un déplacement vers l'Égypte. Je tiens ici à préciser que durant toute cette phase, il n'existe qu'une seule race, les Gag-Giga, c'est-à-dire les têtes brunes, qui des fois est traduit par tête noire, mais ce n'est pas une juste définition, il s'agit des têtes brunes. J'insiste beaucoup sur cette définition parce qu'on n'en fait pas beaucoup de différence. Il n'existe pas des races blanches ou des races noires. Ok, parler des noirs, ce n'est pas une race. Parler des blancs, ce n'est pas une race. Parce qu'on n'est pas noir. Ok? L'indication, c'est la couleur de la peau. Ok? Et on est des races, si on peut associer cela, des races brunes, des peaux brunes. On est des peaux brunes, pas des peaux noires. Les peaux noires, c'est quelque chose d'autre. C'est une connotation négative qui nous a été donnée, imposée beaucoup plus en arrière dans les temps. Ou beaucoup plus en avant dans les temps. Et donc, nous avons les déplacements vers l'Égypte. À la chute de l'Égypte, ce que nous savons, il y aura plusieurs centres qui vont se recréer à la chute de l'Égypte. Il faut considérer un autre effet. De la Cimère, quand l'Égypte se crée, il y a aussi un centre qui se crée aussi, c'est la vallée de l'Inde, avec la culture hindoue qui va s'étendre. Le deuxième centre, c'est l'Égypte. Comme étant donné que la vallée de l'Inde va servir de foyer d'expansion de la culture asiatique, l'Égypte va servir de foyer de l'expansion de la culture kamite. Cependant, nous observons deux faits. Dans un premier temps, la vallée de l'Inde a une expansion continue, pendant que l'Égypte va connaître une chute. Okay? Quand l'Égypte va connaître une chute, il y a maintenant 10 versions. Il y a plusieurs courants qui vont partir de l'Égypte. Nous savons avec précision que un courant qui part de l'Égypte va s'installer en Europe. Les prêtres abbates, les serviteurs de Anu vont se retrouver en Europe et qui constituaient ce qu'on appelait l'élite des prêtres du culte de Amon-Ra. Un autre courant, bien avant, avec Ramoshe, va partir pour le Moyen-Orient, okay? Qui va petit à petit développer ce qu'on appelle la foyer de la culture hébraïque. Les groupes étant restés dans la Mésopotamie, okay? Les groupes étant restés dans les Mésopotamies, mis à part ceux qui sont partis vers la vallée de l'Inde et ceux qui sont partis pour l'Égypte, vont devenir petit à petit les différentes cultures qui vont devenir la culture arabe. Les différents peuples. Nous avons les Perses, ainsi de suite. Les courants qui arrivent en Égypte, donc, qui vont appeler Tamérites, vont, et aussi, à la chute de l'Égypte,
reconnaître, donner de nouveaux courants immigratoires. Parmi ces courants, parce qu'il y en a plusieurs, et les courants que nous reconnaissons, les prêtres Congo. Okay? Et ces courants-là nous portent jusque dans le Congo central. C'est très important. Ces liens immigratoires. Et si nous devons faire des connexions, nous pouvons retracer la spiritualité ou les connaissances ou les savoirs du Congo directement comme un savoir en provenance des Pléiades, qui descendait des Pléiades, est arrivé en Chimère. De Chimère, il est parti vers l'Égypte. L'Égypte, il y a des courants qui sont partis pour devenir la religion hébraïque. Et un courant qui est parti vers l'Occident pour créer la chrétienté. Vous voyez, il y a, disons, entre l'hébraïsme et la chrétienté, on trouve des courants similaires. Okay? Mais aussi avec les religions qu'on trouve, les expressions culturelles qu'on trouve en Afrique. C'est très fréquent de trouver des courants très particuliers en Afrique où les gens s'habillent comme le font, par exemple, les Hébreux. On trouve ce genre et souvent on pense qu'on a tout simplement copié. Mais ce n'est pas une copie. Tout comme aujourd'hui, par exemple, on les trouve avec des courants culturels en Afrique très ressemblants à l'islam. Okay? Alors, tout ce que l'on vient à dire, parce qu'on a un résumé historique très court, c'est que nous avons copié les autres, nous avons copié les musulmans, sans pourtant réaliser qu'il existait avant tout un foyer commun. Et je ne suis pas en train de parler ici des points de vue culturels, religieux, je suis en train de parler sur des points de vue culturels. Revenons à nous. Les Pléiades sont un fond de connaissances important parce que les notions qui vont par après gouverner les peuples, gouverner les prêtres Congo avec leur bagage de connaissances, des sciences, dès leur départ de l'Égypte à travers les déserts du Sahara, okay, dans ce qu'on appelle l'exode de Congo, dont les tabernacles ou les systèmes de connaissances, la recherche, l'héritage qui vont s'apporter représentent les Bukongo. Les Bukongo ici n'est pas conçu seulement comme une religion, c'est un héritage. Et dans les Bukongo, il contient beaucoup de choses. Il contient les sciences militaires, il contient les sciences médicales, il contient les sciences du point de vue développement scientifique. Il contient aussi une richesse. Il contient aussi une recherche en termes d'or. Il contient une recherche en termes de pierres précieuses. Cet ensemble-là va se retrouver dans le Congo central. Et ce lien est très particulier et très important. Parce que beaucoup se posent la question, encore aujourd'hui, pourquoi les peuples du Congo central revendiquent un rôle central dans l'histoire de l'Afrique. Ils revendiquent un rôle central. Parce que, tout simplement, comme les peuples hébreux, ok, dans leur migration ou dans leur exode, ayant en eux transporté, étant les gardiens des dogmes ou de l'héritage spirituel, scientifique, technique de cette région, ok, ils se réclament les élus. Ok, ils se réclament les élus. Ils se réclament propriétaires d'une doctrine qui va par après être copiée par le christianisme, mais ils se revendiquent, c'est la leur. Ok, non? C'est la même mesure que nous avons avec les peuples congos qui sont sortis de l'Égypte comme les Hébreux, ceux qui vont devenir par après les Hébreux avec les Bukongo, le test Bukongo. Ce test a été, cet ensemble de connaissances par après va connaître une autre débâcle. La débâcle va arriver avec l'arrivée de ce qu'on a, l'histoire avait avec beaucoup d'enthousiasme appelé navigateurs, mais il s'agissait plutôt de pillards occidentaux venus de l'Espagne et de la Portugal,
et qui vont mener le royaume Congo à la fin. Ils vont, bien entendu, s'emparer des trésors royaux. OK? Le trésor royal ici représenté et constitué la partie matérielle du Congo. Il s'agit de l'or, il s'agit des pierres précieuses, il s'agit aussi de certains instruments royaux, des statues royales, des ornements royaux, des objets impériaux, des provenances non humaines, qui conféraient l'autorité aux porteurs de ces différents objets, qui leur donnaient l'autorité sur les hommes et la capacité, la possibilité de communiquer avec le monde divin. Cette partie-là a été arrachée. Ça s'est passé au royaume Congo, à la fin du royaume Congo. Exactement. Disons que c'est ce qui a porté à la chute du royaume Congo. Vous savez, la chute de l'Égypte a été occasionnée parce que le trésor a été porté. OK? On s'est envolé avec. Et le Congo, la même chose. Cet héritage-là qui constitue le Congo, j'ai dit, c'est un héritage qui est matériel et non immatériel, des parties. La partie matérielle a un rôle très, très, très important. OK? Et c'est ce qui a été transporté. C'est pourquoi aujourd'hui, vous entendez souvent parler de on veut qu'on nous rende nos statuts. Tu vois? Okay. Et cette lutte menée parce qu'on dit les statuts contre les pouvoirs, mais ce n'est pas seulement les statuts. Il y a de l'or. Parmi l'or, il y a de l'or de provenance du monde de la planète Terre. Il y a de l'or en provenance des Pléiades, qui constituait ce qui a été donné aux hybrides royaux comme garantie et comme un badge de leur royauté. Il s'agit des sciences, des documents scientifiques. Il s'agit des connaissances techniques sur le plan agriculture, élevage, ainsi de suite. C'est un ensemble de connaissances, d'abord sur le plan physique, matériel. Et après, c'est avec sa contrepartie qui est une forme d'application sur le plan sensible. La chute du royaume Congo arrive de manière précise parce que ce trésor-là a été emporté, a été prise, arraché. Il est resté certains éléments de ces trésors, mais sur le plan folklorique. Okay? Ou encore, on pense aux statues. On pense que le siège du pouvoir, c'est les statues, mais ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas que c'est faux, mais c'est une moitié de la vérité. Et sur certaines pratiques qui, malheureusement, sont restées non documentées et fragmentées. L'ensemble des connaissances aujourd'hui répercutées sur l'ensemble du territoire du Congo central sont tous des connaissances fragmentées qui avaient bien entendu besoin de supports de documents qui ne sont plus disponibles, qui sont partis. Et c'est ce qui a créé l'affaire du royaume Congo et qui s'en est ensuivi jusqu'à la situation dans laquelle nous sommes en train d'arriver aujourd'hui. Il y a un lien direct entre les Pléiades et le Congo. Et ce lien-là est représenté par un trésor, une hérédité. Cette hérédité n'est pas seulement mystique, mais a des conséquences mystiques, mais il s'agit d'un trésor. Et ce trésor a été enlevé. Et le Congo a été brisé. En Kouja Seneb. En Kouja Seneb.